Bonsoir, bienvenue à cette première partie de la Mashup qui se déroulera sous la forme d'une conférence intitulée Entreprendre à moins de 30 ans. Donc cette conférence se déroulera sous la forme d'une table ronde avec 2 intervenants. Le premier de ces intervenants se nomme Benjamin Ducousseau. C'est le créateur du réseau social qui relie les étudiants et les professionnels, donc le réseau social Wizby. Il l'a créé à l'âge de seulement 26 ans en 2010. La deuxième intervenante que nous avons la joie d'accueillir ce soir est Céline Lazorte, qui a créé à seulement 26 ans le service de cagnotte en ligne litchi.com ainsi que le service MangoPay utilisé par plus de 150 sites. Merci de les accueillir chaleureusement. Donc je vous laisse vous présenter rapidement en 3 minutes chacun. Merci. Bonsoir, donc je m'appelle Céline, j'ai été parfaitement bien introduite. J'ai fondé effectivement il y a quelques années déjà litchi.com. Donc j'ai été étudiante quand j'ai eu l'idée de Litchi, puisque j'avais organisé le week-end d'inté de ma promo. Donc à vous, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, les week-ends d'inté. Je suis partie avec ma petite enveloppe collecter l'argent auprès de tous mes camarades de classe. Et puis bon, c'était l'enfer parce que, bien sûr, personne n'avait d'argent liquide et tout le monde voulait me refiler des chèques. Donc j'ai fini par avancer l'argent pour acheter les bières et les billets de train pour aller faire la fête ce week-end-là. Et donc j'ai couru après tout le monde pour récupérer l'argent. Et à force de pérégrination et d'avoir du mal à récupérer cet argent, je me suis dit, mais il y a forcément un service qui permet de collecter et gérer de l'argent à plusieurs. Il n'y en avait pas. J'ai été diplômée en plein milieu de la crise financière, donc 0 job à la sortie. Donc je me suis dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Je monte ma boîte avec cette idée de projet. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Benjamin. Donc, j'étais étudiant ici à GEM jusqu'en 2010. Et avec 2 copains sortis d'école, Emeric et Romain, on a eu d'abord une idée qui était de pouvoir créer une plateforme qui puisse mettre en relation les jeunes issus de toutes les formations, de tous les horizons. D'abord, c'était uniquement pour leur permettre d'entreprendre, parce qu'on s'était dit, il y a des gens qui ont des idées, notamment en école de commerce. Il y en a d'autres qui ont des compétences, notamment en école d'ingénieur, et on va créer une petite plateforme pour leur permettre de se rencontrer. Puis pas à pas, ici notamment avec Jean-Claude pendant 18 mois dans l'incubateur, on est arrivé un peu à transformer cette idée et à créer le premier réseau social professionnel pour les étudiants et pour les jeunes diplômés. Donc on est comme un LinkedIn, mais exclusivement réservé aux 18-30 ans, avec 2 spécificités. La première, c'est qu'on a créé uniquement des fonctionnalités et un marketing qui est adapté aux étudiants. Moi, je peux lancer ma start-up. Moi, je vais le faire. Je vais me lancer. Pourquoi ? Moi, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure, j'avais l'idée donc de Litchi. Et je pense que c'est vraiment la vocation du projet qui m'a portée. Et l'entrepreneuriat était plus un moyen qu'une finalité en soi. J'ai presque découvert accidentellement que pour porter ce projet, il fallait monter une boîte, puisque au démarrage, j'étais en coloc, je travaillais sur mon projet, je ne m'étais pas dit tiens, je vais créer une entreprise, je vais aller au greffe, je vais payer l'URSSAF, ça va être horrible. Donc voilà, je bossais sur le projet, j'avais bossé avec un développeur pour développer un prototype, donc c'était vraiment le moyen, l'entrepreneuriat. Après, c'est toujours difficile quand on regarde le projet comme ça de se dire oh, mon Dieu, est-ce que j'ai les épaules pour le faire ? Est-ce que je vais avoir toutes les compétences financières, techniques, comptables, managériales ? Et bon, là, on retourne se coucher. C'est aussi, si c'est un projet auquel on croit et où il y a beaucoup de passion et qu'on pense qu'il y a un besoin et que je ne suis pas la seule à avoir besoin de collecter de l'argent à plusieurs en ligne, en commençant petit bout par petit bout, finalement, le rôle de l'entrepreneur, c'est vraiment d'être un chef d'orchestre, de développer. Donc, je crois aussi que le meilleur moment pour entreprendre, c'est quand on est étudiant, parce que vous avez la chance d'avoir beaucoup de temps libre, d'avoir peu de charges. Vous n'avez pas encore de prêt pour un appart ou autre. Donc, c'est aussi un super moment parce que vous êtes sur les bancs de l'école, vous pensez à votre projet. Moi, j'étais donc en école quand j'ai eu l'idée de Litchi. Et du coup, pendant les cours, quand on avait un cours de com, le prof adaptait le sujet dessus et je faisais bosser tout le monde. J'avais 40 consultants, 40 consultants qui bossaient pour moi. Et puis, c'est aussi très excitant et ça permet de créer son job et créer sa façon de travailler.
Et aujourd'hui, moi, tous les jours, quand je vais au bureau, j'ai pas du tout l'impression de bosser. J'ai l'impression de vivre une aventure avec une trentaine de personnes qui, comme moi, se battent pour développer la boîte et le font à leur manière aussi. Ouais, je pense que c'est assez fou. En fait, moi, quand je t'entends, il y a des mots, c'est exactement les mots que moi-même j'utilise pour décrire l'aventure qu'on vit. Le truc, c'est que là où c'était un peu différent, c'est que chez nous, c'est pas l'idée qui nous a poussés. En fait, je pense que moi, j'ai toujours été quelque part un entrepreneur. J'étais d'abord intrapreneur, parce que quand j'ai fait mes stages et mon alternance, j'étais toujours le mec qui allait voir dans le bureau du N+1 et du N+2 à dire « Ah putain, t'as vu, il y a un constat, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose d'intéressant. » J'ai toujours été comme ça. Et en fait, c'était tellement pas l'idée qu'au départ, avec Aymeric et Romain, on a eu l'idée de la plateforme entrepreneuriale. Et puis, on n'était pas sûr de notre coup et on a failli switcher pour faire un pressing low cost. Donc, rien à voir, mais parce qu'on se rendait compte que quand on était étudiant, on avait besoin d'avoir quelque chose, à mi-chemin entre la laverie et le pressing, mais je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça. Et du coup, ce n'était pas l'idée, et c'était surtout l'aventure. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que je crois qu'on n'a pas choisi d'être entrepreneur. C'est notre choix de vie, en fait, c'est la continuité de l'école qui s'est fait sans qu'on le réalise. Aujourd'hui, je ne réalise pas que ça fait déjà 6 ans que je bosse, 5 ans que je bosse. Je suis sorti de l'école et j'ai vécu ma vie, en fait, et elle s'est déroulée. Et finalement, on avait cette première idée, ensuite on a pivoté, et puis finalement, maintenant, on est 28 collaborateurs, on a un business model qui est acté, qui est prouvé, on est en train de s'ouvrir à l'international, et j'ai l'impression que je n'ai pas réalisé ce qui s'est passé. Donc voilà, pour nous, l'idée est arrivée au fur et à mesure des rencontres qu'on a fait, et c'est plutôt un choix personnel, et puis une autre chose qui est la rencontre de notre équipe avec Aymeric et Romain, très forte complémentarité qui a fait que cette idée est née et ce projet d'entreprise s'est créé. Je partage ton avis, si je peux aussi compléter, c'est qu'on entreprend sa vie d'une certaine manière. Et je pense qu'on est tous des entrepreneurs, seulement parfois le système éducatif, l'ambiance un peu morose, les médias, la politique nous encouragent pas à justement relever des défis et à se dire voilà, d'une chose, je peux créer une entreprise, je peux développer un business. Moi, j'ai une anecdote, j'y pensais quand tu parlais, un peu idiote, mais je me suis mariée il y a quelques mois et j'ai acheté des guirlandes pour décorer. Et bien évidemment, j'ai quand même trouvé le moyen de les relouer à 10 potes différents et de rentabiliser mon truc. Et en fait, c'est une façon de tout le temps entreprendre avec une petite idée ou un petit projet. Moi aussi, j'ai une anecdote qui était... En fait, on prend la main sur la conférence, hein, c'est fini. Hein. Bon, vous nous dites si jamais on dépasse. On a encore un peu de temps. Ouais, bon, parfait. Moi, j'ai une anecdote qui était assez drôle ici. Je me rappelle qu'au tout début, en fait, quand on a eu l'idée, la première année, en gros, on l'a perdue. Enfin, on l'a pas perdue, mais on aurait pu faire beaucoup plus vite. Mais comme on était étudiants, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est OK, on va appliquer le même concept que Wizbee, mais pour construire notre entreprise. Et du coup, on va essayer d'aller trouver des étudiants qui ont des compétences complémentaires et qui vont vouloir travailler bénévolement avec nous juste pour créer le projet. Et je me rappelle que j'ai été voir Jean-François, à l'époque, qui est le directeur de l'école, et je lui ai dit, est-ce qu'on peut faire un amphi pour demander ça aux étudiants ? Et je me rappelle qu'il m'a dit, voilà, les étudiants, ils viendront jamais, parce qu'il m'a dit, travailler bénévolement, c'est pas sûr qu'ils veuillent le faire. Finalement, on a fait l'amphi, et à la fin, on s'est retrouvés pendant 1 an avec 33 étudiants provenant de 11 formations différentes. On avait des étudiants en droit de la Sorbonne, on avait des devs de l'EISTI, on avait des étudiants ici de GEM, et on a failli devenir une multinationale étudiante bénévole juste pour la création du projet. Donc ça ne nous a pas apporté que des points qui étaient positifs, mais voilà, ça a fait partie d'une aventure. La construction de notre projet s'est fait comme ça, et si on est là aujourd'hui, c'est probablement parce que cette anecdote, elle est arrivée entre-temps, quoi. Ok. Alors justement à propos, donc vous nous avez parlé de la création de vos entreprises, mais là on voudrait enchaîner aussi sur le développement de vos startups. Exactement. Pour rebondir sur ce que vous venez juste de dire, vos 2 anecdotes, il y a une question qui revient souvent. Comment est-ce qu'on gère l'arrivée au succès et surtout les quelques échecs qui pavent la voie du succès ? Eh bien, je crois que quand on est entrepreneur, on apprend à marcher en courant, en fait. Et donc, on se vautre beaucoup, quotidiennement. Mais la seule bêtise à ne pas faire, c'est de faire 2 fois les mêmes erreurs. On a le droit de faire une erreur, mais il faut apprendre de cette erreur pour ne pas la refaire une 2e fois. Sinon, là, on est franchement pas mal. Hein.
Et globalement, je pense que c'est un peu ça le parcours de l'entrepreneur. C'est pas un parcours qui est linéaire, et heureusement, parce que sinon il serait triste et morose, mais c'est un parcours où il y a tout le temps des embûches, des échecs, des questions à se reposer. Et en fait, c'est marrant parce que moi, on me demande souvent c'est quoi l'échec que tu as fait ou l'erreur que tu voudrais pas refaire. Et en fait, je m'en souviens même pas, parce que je pense que j'en fais 50 par jour, mais je fais aussi un truc bien et je garde le truc bien et je fous à la poubelle les 50 trucs nuls que j'ai fait. Et je crois que c'est un peu ça le parcours de l'entrepreneuriat, ce qui fait qu'effectivement, parfois, ça peut être un peu angoissant ou un peu épuisant parce qu'on se dit oh là là, mais j'arrive pas à trouver le bon bout. Et en fait, je crois qu'il y a une bonne méthode que moi j'ai appliquée un peu naturellement et que maintenant on appelle la Lean Startup, mais c'est try and learn. Donc j'essaye quelque chose, ça marche, je le garde, ça marche pas, j'ai appris de mon erreur. Et en fait, c'est un peu tout le temps comme ça, de façon itérative, qu'un entrepreneur, il construit un produit, il construit une équipe, il construit un business model. Et finalement, c'est une bonne façon de ne pas dépenser trop de temps et d'énergie sur une idée, de voir si elle fonctionne et puis ensuite de l'améliorer. Et aujourd'hui, par exemple, chez Litchi, on est 30 collaborateurs, donc la boîte existe depuis 5 ans. On est présent dans 150 pays, donc on est une entreprise mature. On va quand même fonctionner comme ça, c'est-à-dire que si on a une idée de features pour le service, on va essayer de la développer assez rapidement. Si elle fonctionne bien, on l'améliore, on la maintient. Si en fait on voit qu'elle ne plaît pas aux clients, qu'elle n'est pas utilisée, on la fout à la poubelle, et puis comme ça on n'a pas perdu trop de temps. Mais on n'a pas de génie en fait, il n'y a que de la transpiration. Moi, sur cette question, je pense que je pourrais en parler des heures, parce que je crois que nous, on a fait énormément de bêtises. Et que justement, ces bêtises nous ont permis d'avancer. Et en fait, moi, je suis complètement en phase avec ce que dit Céline. Et je dirais même qu'en fait, on ne gère pas les échecs, mais en gros, on les affronte. Et pour illustrer ça, je ne suis pas un maniaque du tableau, mais je voudrais vous montrer une toute petite courbe qui, pour moi, reflète très bien ce qu'on vit quand on est entrepreneur. C'est pas une courbe qui est très complexe, mais c'est une courbe qui est en fait très réelle. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que, en gros, quand tu es entrepreneur, la moindre bonne nouvelle, elle t'amène au sommet. Et franchement, tu es trop content et tu dis ouais, c'est génial, c'est bon, on y est arrivé, on a tout gagné. Et en fait, la moindre mauvaise nouvelle, elle t'amène plus bas que terre. Et en fait, toute la difficulté de l'entrepreneur, c'est d'arriver à gérer en fait cet oscilloscope qui sont ces montagnes et puis ces creux, tout en gardant de la motivation et de l'énergie pour pouvoir avancer, surmonter les obstacles et se dépasser. Et en fait, nous, on a fait énormément de bêtises, mais ces bêtises, elles nous ont toutes construit. Et je suis exactement d'accord avec Céline, en fait, j'ai l'impression de jamais m'en souvenir. Je m'en souviens parce qu'inconsciemment, je ne refais pas les mêmes bêtises. Mais ce n'est pas celles qui m'ont marqué, quoi. Ce qui m'ont marqué, c'est mes succès. Sauf une chose qui est, je pense, peut-être une spécificité chez moi, mais je pense que beaucoup la partagent. Les échecs que je me rappelle le plus sont les échecs humains. Ce sont eux qui m'ont le plus affecté dans l'entreprise. C'est-à-dire, par exemple, ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne peut pas demander à des collaborateurs d'avoir le même investissement dans l'entreprise et de pouvoir subir les mêmes conditions de stress que celui que tu imposes à des fondateurs qui, eux, sont très intéressés au capital de la société. Moi, j'ai fait des erreurs avec des gens qu'on a réussi notamment une personne de GEM que j'apprécie énormément, mais qui travaille plus chez nous aujourd'hui, mais que j'apprécie énormément, qui est partie de chez nous. Elle est partie parce qu'on a réussi à l'entraîner mieux que personne au projet, mais on a réussi aussi à la brûler parce qu'on n'a pas su capter les signaux d'épuisement qu'elle avait à certains moments qui étaient importants. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui m'a énormément manqué. Par exemple, je me rappelle que quand elle est partie, j'en ai chialé. J'en ai chialé parce que j'ai été affecté et que je me suis dit, mais c'est un échec, parce que ça, c'est quelque chose de difficile, de ne pas arriver à garder des gens qui travaillent pour toi, qui sont prêts à donner corps et âme pour toi, ça, c'est un échec. Justement, pour rebondir sur les difficultés qu'on a dans une start-up, comment à 26 ans, on trouve et le fonds et les réseaux nécessaires pour son idée? Comment on trouve l'argent, vous voulez dire? C'est ça, et le réseau nécessaire pour diffuser l'idée. Il n'y a pas vraiment besoin de réseau. Moi, quand j'ai démarré, j'étais vraiment sortie d'école, je connaissais personne, j'avais fait des stages et des petits boulots à droite à gauche, mais bon, voilà. Et puis en plus, c'était à une période où il y avait
peu ou pas d'incubateurs, très peu de structures qui accompagnaient. Donc c'était un peu le grand vide. Et je me disais, mais où est-ce que je vais rencontrer tous ces entrepreneurs successful, comment je vais faire pour trouver des devs? Enfin, c'était l'enfer. Mais d'abord, je crois que l'écosystème des entrepreneurs sont très solidaires. Donc, j'ai vraiment été proactive dans mes démarches de poser des questions à des entrepreneurs que j'admirais, à essayer d'un peu les challenger. Alors, j'ai essayé de poser des questions assez courtes et rapides, par mail ou par téléphone, pour pas trop prendre du temps aux gens. Et de fait, aujourd'hui, je me dois de faire la même chose quand on me questionne. Mais donc ça, on arrive assez facilement, finalement, à poser des questions, à avoir de l'information, et après les choses se font un petit peu pas par pas. Par exemple, moi j'ai pas cherché de l'argent, il m'est vraiment tombé dessus à un moment donné où j'en voulais pas et je ne savais même pas qu'il en fallait plutôt. Et finalement, c'est parce que inconsciemment, je pense que j'avais pris le projet par le bon bout. Parce qu'en fait, on ne peut pas lever de l'argent sur des slides. Ça, il faut vraiment, sortez-vous ça de la tête. Vous allez vous pourrir la vie et rien de bon va vous arriver. On lève de l'argent avec un projet qui est déjà une confirmation au moins du besoin ou de la validation du marché. Alors vous allez me dire, ah oui, mais comment on fait sans argent, etc. etc. Toi, tu avais une super réponse qui était, j'ai pris 30 étudiants, ils m'ont aidé à développer un petit projet. Moi, de mon côté, j'avais une aide, une subvention de la BPI, de 20 000 €. Donc j'avais fait bosser un développeur et moi j'avais bossé aussi. Jour et nuit, honnêtement, le site était dégueulasse. Il faudrait que je retrouve les screenshots parce que c'était vraiment affreux. Mais bon, je l'avais mis en ligne et finalement je l'avais fait tester à des copains de promo. Alors c'était en bêta privée parce que je trouvais vraiment qu'il était vilain. Et en fait, c'était pour valider l'expérience utilisateur, valider le besoin. Et puis comme ça, il y a un copain qui avait déjà une boîte financée qui l'a fait tester à son investisseur et son investisseur m'a envoyé un mail en me disant « Ah mais c'est super bien ton projet, ça m'intéresse, combien tu cherches d'argent, c'est quoi la valo ?» Alors moi je ne savais pas de quoi il me parlait, je n'avais même pas créé la boîte. Mais bon, il m'était tombé dessus avec une valise de cash, c'était un peu Noël. Et en fait, finalement, c'est parce que j'avais d'abord fait le truc dans le bon sens de dire j'ai une idée, je vais très vite faire un prototype, le tester sur le marché. Il y a des clients qui sont prêts à utiliser un site moche et pas très bien fini. Dans ces cas-là, c'est qu'un site bien fini et beau, il y aura plein de clients. Nous, je pense qu'on a fait aussi un peu l'inverse de ce que normalement il faut faire. Donc, on n'est pas un cas qui est un cas d'école et un cas particulier. En fait, en gros, nous, on a fait exactement ce qu'a dit Céline. Donc, d'abord, on a fait appel aux étudiants, sauf qu'on a rencontré un petit problème. C'est qu'à la fin de cette année, on a mis en ligne le site, mais au bout de 10 utilisateurs simultanés, le site, il tombait en panne. Donc, du coup, on était dans une situation qui était un peu compliquée et qui était, c'est soit on arrête, ou soit on recommence tout à zéro et on trouve un autre moyen de le faire. Et comme on n'a pas voulu arrêter, on a décidé de tout recommencer à zéro. Et en fait, ce qu'on a fait là, c'est qu'on est allé taper, et d'ailleurs avec l'aide de certaines personnes qui sont ici, et notamment Jean-Claude, que je remercie encore une fois, mais on est allé taper à la porte de plusieurs banques en leur disant on a besoin de 100 000 €. On a besoin de 100 000 €, c'est pour financer des salaires, parce qu'on a besoin de gens qui nous aident à construire ce site internet. Et ces salaires, c'est de l'investissement en production immobilisée. Je passe les détails. C'est de l'investissement, même si ce n'est pas un bien mobilier, si ce n'est pas quelque chose qu'on touche, c'est de l'investissement parce que c'est le futur actif qu'on vendra plus tard aux entreprises. Tout le monde nous disait non. Tout le monde. Sauf une banque, qui était Pierre Moreno à l'époque, qui était un des banquiers de la Banque Populaire, et qui a cru en notre projet, et qui nous a dit moi je crois en vous. Et il nous a fait un emprunt sur 7 ans, avec un taux faible, et sur lequel on était caution personnelle. D'ailleurs, il faut démystifier ça aussi un peu sur les cautions, mais on était caution personnelle que de 10 000 € chacun. Aymeric, Romain et moi. Du coup, on avait 100 000 € qui arrivaient pour développer notre projet et on ne prenait que 10 000 € de risque chacun. Et du coup, c'est comme ça en fait, qu'on a eu nos premiers capitaux qui nous ont permis de faire notre proof of concept. Et après on a eu tout le reste est la même chaîne que Céline, puisqu'après, on a réussi à avoir grosso modo 2,7 millions de fonds propres, plus la BPI qui nous a accompagnés à hauteur de un petit peu plus d'1 million d'euros. Voilà. Mais je pense qu'il faut démystifier deux choses. La première, qui est importante quand même, c'est les cautions. Aujourd'hui, sur 3,7 millions, on est caution personnelle avec Aymeric et Romain, et qui sont par là, que de 10 000 € chacun. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent, il est pour la société. Parfois, on nous impose des cautions, mais les cautions qu'on t'impose, c'est aussi des choix de négociation que tu peux faire avec ton banquier.
Et tout se négocie. C'est une question de homme à homme. Et la deuxième, c'est qu'effectivement, comme disait Céline, on ne lève pas juste sur des slides et parce qu'on a une idée folle, on lève parce qu'on a quelque chose qui répond à un besoin, sur lequel on a montré qu'on avait déjà été débrouillard et sur lequel on montre qu'il y a un potentiel devant nous qui est incroyable et qu'on peut aller chercher, quoi. Justement, vous venez de nous parler de votre passé. Vous êtes là devant nous aujourd'hui, mais on va aborder le futur. Oui, parce qu'à vous entendre, vous vous êtes énormément investi dans vos projets, dans vos startups, ce sont vos bébés. Et du coup, quel futur vous voyez pour vous, mais aussi votre entreprise? Est-ce que c'est deux futurs indépendants ou est-ce que c'est un même futur? Si c'est plus un même futur, je dirais qu'il n'y a plus la relation. En tout cas, pour moi, l'histoire de Litchi est aussi la mienne et inversement. C'est difficile, je pense, quand on porte un projet comme celui-ci, ou quand on porte un projet de façon générale, de faire une séparation complète. Moi, j'ai des horaires de travail normal. Le soir, je vous rassure, je dîne avec mes potes et avec ma famille. Mais par contre, le matin quand je me réveille, ou la nuit quand je me réveille, ou le dimanche quand je brunch, s'il y a 5 minutes de mon esprit qui pense à autre chose, c'est pas à faire du shopping ou aller regarder la téloche, c'est à Litchi. Donc ça, c'est sûr que c'est une obsession non-stop. Il y avait une journaliste allemande qui m'avait posé la question, c'est quoi vos hobbies en dehors de Litchi? Et je l'ai regardée effarée en lui disant, je n'ai que celui-là, mais en même temps, il me suffit. Donc voilà, donc je crois que, en tout cas pour ma part, c'est vraiment une passion quotidienne. Donc aujourd'hui, mon destin et celui de l'entreprise est bien mêlé. Les projets de développement pour la boîte, ils sont surtout sur l'international, bien sûr toujours en France, mais on développe beaucoup à l'international. On a 2 activités, donc Litchi.com dont on a parlé, qui est présent dans 150 pays. On a fait beaucoup de campagnes télé. On recommence là dans quelques jours, donc vous allez pouvoir voir sur toutes les chaînes du groupe M6 la pub Litchi. Il y a pas mal de nouveautés produits aussi qui vont sortir dans les semaines qui viennent. On a par exemple, je fais une petite anecdote, mais été très surpris en fait quand il y a eu les événements de Charlie Hebdo, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont créé des cagnottes pour le magazine, pour les victimes, pour l'entreprise d'imprimerie de Damartin. Et au total, c'est plus d'1 million d'euros qui a été collecté en quelques jours par des dizaines de milliers de personnes du monde entier. Et en fait, on s'est rendu compte que Litchi pouvait être aussi un outil qui permette de répondre à ce genre de causes-là. Donc on essaye aussi d'améliorer le service dans ce sens-là. On a une deuxième activité qui s'appelle MangoPay et qui est une API de paiement dédiée aux places de marché, plateforme de crowdfunding, consommation collaborative. Donc ça vous permet de faire le paiement, garder l'argent et reverser par exemple à un marchand. Tout ça en marque blanche. Donc on travaille pour 400 entreprises dans toute l'Europe. Par exemple en France, Ulule, My Major Company, Vestiaire Collective, La Fourchette. Toutes ces boîtes-là, en fait, c'est nous qui faisons toute la partie techno-financière. Donc ça, on le développe dans 15 pays différents en Europe. On a ouvert des bureaux à Londres et j'espère qu'on va en ouvrir encore d'autres dans d'autres pays européens. Donc on continue un développement très international et surtout toujours avec beaucoup de fun et de plaisir. Je pense que c'est important pour moi en tout cas. Et toi, Benjamin, c'est quoi tes projets? Et moi, écoute, donc avant les projets, franchement, c'est une grosse question. C'est une grosse question de dire le futur. Est-ce que le futur de ta boîte, c'est ton futur de ta vie personnelle ou est-ce que c'est que la boîte? Je pense que c'est une question que je me suis posée plein de fois et je pense que c'est une question que je me poserai tout le temps en fait. Parce que c'est sûr que tu peux te dire, mais ok, mais si jamais demain j'ai un rachat, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai un rachat demain, ok, j'ai de l'argent. Déjà, si tu as de la chance, tu as de l'argent. Et ensuite, d'accord, mais il se passe quoi? Et ta vie, c'est quoi après? Est-ce que tu as d'autres projets dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans la foulée? Est-ce que tu dois saisir l'opportunité de vendre à un moment donné? Ou est-ce qu'au contraire, tu dois te dire que tu as construit quelque chose que tu peux mener loin et ne jamais t'arrêter? Et en fait, au début, je me posais tout le temps de ces questions et maintenant, je me dis que je préfère ne pas me la poser vraiment tout le temps, me torturer avec, parce que si un jour, cette opportunité se présente à moi, il sera temps que j'y pense, quoi. Et tout ce que je sais en fait aujourd'hui, c'est que je crois que je suis privilégié. Je suis privilégié parce que là où j'ai du bol, c'est que j'ai construit, avec Aymeric et Romain, on a construit une entreprise qui aujourd'hui a du sens. C'est-à-dire qu'on a un potentiel qui est très fort. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on gagne de l'argent. Mais en même temps,
on a la chance de pouvoir impacter sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes dans le monde. Et ça, c'est avoir de la chance parce que ça nous permet de tous les jours aller travailler, non pas juste avec ce sentiment de se dire je bosse, c'est ma vie, c'est cool, mais aussi c'est sympa parce que ça peut impacter la vie d'autres personnes, quoi. Donc est-ce que demain, j'arriverai franchement à me sortir de ça pour faire une entreprise qui a moins de sens mais qui peut avoir plus de potentiel? Je ne suis pas sûr que je sois... je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je penserais, quoi. Alors, je veux juste vous expliquer comment est-ce qu'on gagne de l'argent et pour vous expliquer nos projets de développement. En fait, on a, nous aussi, 2 activités comme Litchi. Donc, on a la première activité qui est la plateforme professionnelle pour les jeunes en France, qui leur permet donc de trouver un stage, un emploi ou une alternance en se faisant chasser ou en répondant à des offres d'emploi. Et en fait, on a une deuxième activité qui est exclusivement du B2B, donc auprès des entreprises, qu'on va accompagner pour aller recruter leurs jeunes talents ou pour développer leur image de marque employeur auprès de ces jeunes. Et en fait, on apporte 2 bénéfices à ces entreprises. On travaille avec 2 typologies d'entreprises principalement. D'abord, des entreprises qui ont des postes que l'on appelle vacants chez eux. Donc, c'est des boîtes comme Ardis, qui est ici juste à côté de chez vous, qui ont une vingtaine, une trentaine de postes ouverts et qui finalement n'arrivent pas à attirer des talents. Donc, on va travailler avec eux pour développer leur image sur notre réseau. Et ils vont payer des packages qui vont aller entre 3 000 et 10 000 euros par an pour travailler auprès de la cible qui souhaite recruter, leur présence. Et la deuxième, ce sont des grandes entreprises, comme Accor, comme Thales, comme d'autres grandes entreprises, qui, elles, ont des volumes de recrutement qui sont très importants, qui aujourd'hui payent entre 1 000 et 6 000 euros pour recruter un jeune, et sur lequel nous, on va aller aider à diminuer ce coût de recrutement par 2, par 3, en fonction des secteurs d'activité ou des industries. Donc c'est toujours une diminution des coûts et finalement une augmentation des revenus quand on permet de recruter des jeunes, qu'on fait auprès des entreprises. On a des paniers moyens qui vont, je vous dis, jusqu'à à peu près 10 000 euros et on a aujourd'hui un petit peu plus de 100 clients et on va faire 2 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près cette année. Donc la suite pour nous, c'est le challenge, il n'est pas français, il est international. Donc on lance ce trimestre Wizbee en Angleterre, en Suisse et en Belgique. Et en fait, on a 2 axes dans notre stratégie cette année qui sont très importants et 2 challenges pour nous à relever. Le premier, c'est industrialiser nos ventes. Donc aujourd'hui, on était un peu des artisans du commercial. On vendait, et bien, et de mieux en mieux, mais ce n'était pas industrialisé. Donc on a embauché quelqu'un qui était un des anciens directeurs commerciaux de chez Viadeo, qui vient d'arriver, qui vient d'ouvrir un bureau à Paris et qui a vocation à staffer toutes les équipes de vente pour pouvoir bien tout processer puis industrialiser les ventes. Et la deuxième, donc, c'est le développement de l'audience à l'international, donc en Angleterre, en Belgique et en Suisse ce trimestre. Merci. Voilà pour les projets. Et au fait, on est juste à côté. Enfin, on n'est pas très loin, à Bouchailles-Vialet. Donc, si ça vous dit de venir voir comment ça se passe dans une start-up et quels sont les métiers qui y sont produits, on a accueilli certains d'entre vous à De Gem il n'y a pas longtemps et on se fera un plaisir de vous accueillir autour d'un café. On fait le meilleur de la ville. Merci pour cette invitation. Le dernier thème porte sur votre spécificité, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait que Wizbee et Litchi, ça a fonctionné? Qu'est-ce qui fait la différence vraiment? Ça, c'est une bonne question, parce qu'elle n'est pas évidente. La réponse n'est pas évidente. Moi, je crois assez au fait qu'il n'y a pas trop de hasard et qu'on ne devient pas Facebook parce qu'on a juste rêvé, mais on le devient à coup de centaines et milliers d'heures de boulot, malheureusement. Désolée de casser un mythe ou un rêve. Donc je crois qu'effectivement, c'est vraiment important quand on démarre un projet, d'être conscient qu'on va passer beaucoup de temps dessus, qu'on va passer beaucoup d'énergie, parfois pour pas grand-chose, parce qu'il faut, comme je le disais, beaucoup itérer, apprendre de ses erreurs et continuer à développer. Après, je crois qu'il y a quand même un certain nombre de clés sur lesquelles on peut se baser. La première chose, c'est de savoir quelle est la taille de son marché. Est-ce que ça va pouvoir être viable sur une entreprise ? Alors, par exemple, dans le cadre de Litchi, c'était difficile de se dire c'est quoi la taille du marché de Litchi. On ne le savait pas parce que on créait à ce moment-là le marché. Donc finalement, la petite enveloppe en papier, il était impossible de quantifier quel montant en France par an tout le monde s'échangeait. Mais par contre,
ressentez qu'a priori, le secteur du cadeau commun, du pot de départ, de la liste de mariage, de l'association qui collecte des fonds, c'était faramineux. Et que si on arrivait à se positionner, eh ben, le marché, il était là pour nous. Donc ça, je crois que c'est un point qui est très important, c'est quel est le marché. Vous êtes étudiant en école de commerce, bon, vous devriez avoir ça comme connaissance. Le deuxième, c'est de se dire, est-ce que je suis positionnée au bon moment ? On a vu des tas de projets et de boîtes se vautrer parce qu'ils étaient trop tôt ou se vautrer parce qu'ils étaient trop tard. Malheureusement, ça arrive, hein, c'est l'histoire de la vie et c'est assez difficile, mais c'est comme ça. Il y a vraiment un timing qui est important et ça, je crois qu'on le voit avec la traction, avec le nombre de clients qui arrivent. Il ne faut pas se voiler la face, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de s'acharner sur quelque chose si ça ne marche pas. Parce que malheureusement, en tant que personne, on a un vrai time to market. C'est-à-dire que quand on démarre un projet, moi j'ai assez la conviction que si au bout de 24 mois, il n'y a pas des facteurs clés de, entre guillemets, réussite, mais c'est-à-dire que le projet commence à être viable, que ça commence à devenir une entreprise, à tourner, on se fatigue et on s'épuise. Donc au final, c'est vraiment important aussi de bien planifier son temps. Moi, j'avais fait quelque chose quand j'habitais en coloc qui était un peu bizarre, mais qui m'aidait bien à dormir la nuit. Sur le mur de ma chambre, j'avais mis plein de grandes feuilles comme ça, à 0, et sur lesquelles j'avais fait un rétro-planning à 6 mois, où est-ce que le projet doit être. Donc, j'avais mis tout le mur de ma chambre. Et donc, à 6 mois, je m'étais dit, bon, bah, il faut avoir tant de clients, Je l'avais sorti du chapeau, parce que je ne savais pas s'il fallait 1000, 10 000, 3 millions ou 50 clients. Bon, je m'étais dit, je crois que j'avais dû mettre 1000. J'avais une petite ambition. Et puis, bon, alors, pour avoir 1000 clients, comment il faut que je fasse ? Alors, il faut que je savais que, bon, bah, une cagnotte, en moyenne, ça, à chaque fois que quelqu'un crée une cagnotte ou un projet comme ça, il y a 10-15 personnes qui participent. Ok, bon, je divise par 10, il faut que j'ai 100 clients. Comment je fais pour avoir 100 clients ? Et donc, j'avais fait toute la chaîne comme ça. Dans 6 mois, je dois être là. Aujourd'hui, je suis là. Et tous les soirs, je me couchais, je regardais ce truc et je me disais, bon, est-ce que j'ai fait le truc aujourd'hui qu'il fallait que je fasse pour arriver à cet objectif-là dans 6 mois ? Parce que ce qui est difficile, c'est qu'on se perd un peu tout seul. C'est-à-dire que moi, je me souviens quand j'étais à l'incubateur, je regardais les projets des autres, j'étais franchement, il est hyper brillant le mec, mais il s'y prend comme un manche, il devrait faire comme ça. Et je pense que tout le monde faisait la même chose aussi avec moi. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir de recul sur soi-même et sur son projet. Donc il faut être un peu scolaire et puis suivre comme ça des étapes. Alors peut-être que j'étais arrivée à 800 clients ou même 500 ou peut-être 1200, je me souviens plus, mais je m'étais fixé un objectif et une direction. Voilà, donc un petit peu les facteurs clés et au moins les encouragements que vous pouvez avoir. Mais finalement aussi, il faut croire soi-même, je pense, à son projet. Moi, on m'avait dit 20 milliards de fois, ah, mais non, mais ton idée, ça marchera jamais, ah, ton truc de cagnotte, etc. Moi, j'en avais la conviction et après, je suis partie au combat porter ma conviction. Ouais, moi, c'est pareil. Moi, j'ai pas grand-chose à dire parce qu'en fait, franchement, je partage exactement la même vision. Et premier, sur l'opportunité de marché, moi, je pense exactement pareil que Céline. Mais par contre, moi, j'ai rencontré quelque chose quand on devait apprécier la taille de notre marché, c'est la difficulté à l'apprécier. En fait, j'avais aucune idée. Mais ouais, mais ok, mais notre marché, il est de combien, quoi ? Impossible à quantifier. Et puis tu te dis, qu'est-ce que tu fais ? Donc tu vas sur Google, tu tapes et tu cherches pour essayer d'avoir des chiffres. Et tout le monde fait ça. Mais en fait, c'est très difficile à avoir. Mais quantifier le marché est quelque chose qui est très très important et qu'il faut faire. Alors il y a différentes façons de le faire. Donc il y a les méthodes où tu regardes combien est-ce que de clients sont prêts à payer, quel prix est-ce qu'ils sont prêts à payer et combien il y a de clients dans le monde, et puis tu peux arriver à savoir quelle taille fait ton marché. Et tu as la méthode d'analyser par rapport à ce que les concurrents font et de voir quel est le marché que eux ils produisent. Et dans ce cas-là, il faut que tu te dises une chose qui est très importante, c'est que si tu veux piquer tes parts de marché, tu dois apporter obligatoirement 2 bénéfices. C'est soit ton produit, il va permettre d'augmenter les revenus, ou soit ton produit, il va permettre de réduire les coûts. Moi, je me rappelle, je parle beaucoup, je suis désolé, mais quand j'ai été chez Caporn Invest, un des derniers fonds d'investissement qui est rentré chez nous, ils m'ont demandé, pendant le dernier tour, c'était le go-no-go, quoi. On y va ou on n'y va pas. Et ils m'ont dit, mais c'est quoi ta valeur ajoutée de ton produit pour les entreprises ? Et du coup, j'ai commencé à leur expliquer, ouais, c'est génial, on est un média pour les jeunes, les entreprises peuvent toucher les jeunes. Et là, tu as Jacques Vincent, qui était l'ex-directeur général de Danone pendant 20 ans, qui m'a regardé et qui m'a dit, non, mais pourri ton truc. Et j'ai dit, comment ça, quoi ? Et il m'a dit, c'est pourri. Et je lui ai dit, mais pourquoi ? Et il me dit, parce que pour qu'une entreprise, elle achète ton produit, et pour que ce soit pérenne,
il faut deux choses. C'est soit tu es capable d'augmenter ses revenus, ou soit tu es capable de réduire ses coûts. Et en fait, regardez quoi. Regardez tous les services. Regardez Blablacar. Blablacar, c'est sympa. Tu fais du covoiturage, c'est sympa, tu rencontres des gens. Mais qu'est-ce que c'est la tagline de Blablacar sur l'affiche de Blablacar sur le site? C'est voyager moins cher. Si ça marche autant, c'est parce que c'est une alternative à la SNCF. C'est moins cher. Airbnb, pourquoi ça cartonne? Mais parce que c'est moins cher. Aller à l'hôtel, c'est cher. Aller chez Airbnb, c'est moins cher. Et c'est pareil même pour toi, pour les cagnottes. C'est parce que c'est moins cher. C'est des économies de temps, c'est de l'argent que tu vas récupérer. C'est toujours une question de coût. Il y a soit une question de coût, soit une question de revenu. Et la deuxième chose, pourquoi est-ce que ça a marché? Et après, j'arrête de parler parce que je suis très chiant. Je vais refaire une courbe. Elle va pas être beaucoup plus compliquée que la précédente. Celle-là, là, et ça rejoint ce que disait Céline, ça, pour moi, c'est l'énergie des fondateurs quand tu rentres dans un projet. Il faut se dire qu'au fur et à mesure du temps que tu vas passer sur ton projet, ton énergie, elle diminue. C'est un fait, c'est comme ça. Tu vas avoir des bonnes nouvelles, tu vas récupérer, tu vas capitaliser, c'est génial. Mais plus le temps passe, plus tu perds de l'énergie. Et la deuxième, ça, c'est ta connaissance. C'est quand tu t'engages dans un projet, tu vas commencer à apprendre de ton marché, de tes clients, de tes fournisseurs, de tes concurrents. Tu vas apprendre aussi de tes méthodes et de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Et en fait, tout l'enjeu, pour moi, du succès, il est là, il est dans l'endurance et il est dans arriver à apprendre le plus vite possible en conservant ce qu'il y a de plus précieux pour une entreprise, c'est l'énergie. Pour moi, c'est ça la clé. Merci beaucoup à vous deux. On a préparé chacun une question plus personnelle. Je laisse Lucie commencer. Alors moi, ma question était pour vous. C'était, vous avez beaucoup parlé d'entrepreneuriat, on sent que ça vous tient à cœur, mais en même temps, vous avez parlé aussi de futur et vous avez parlé d'autres entreprises. Est-ce que vous pourriez envisager un jour de travailler en tant que salarié et non pas en tant que patron de votre propre boîte? Pour une raison. Je pense la seule raison, mais peut-être que je me trompe. Mais peut-être que je ne penserai pas la même chose demain. Mais je pense que la raison pour laquelle je pourrais envisager d'être salarié, c'est si demain, je n'avais pas suffisamment d'argent pour faire vivre ma famille et les gens que j'aime. Alors peut-être que je reconsidérerai les choses. Mais si jamais j'ai toujours l'opportunité d'avoir suffisamment d'argent, je pense que je serai toujours entrepreneur. Bien, pour vous, j'avais une autre question. Comment fait-on pour concilier vie personnelle et vie professionnelle quand on s'implique autant dans un projet de start-up? J'avais un exemple en tête. En 2010, alors que le service commence, vous allez sur les forums pour répondre aux gens qui ont des problèmes et qui sont légèrement mécontents. Comment on fait pour prendre autant de temps sur sa vie personnelle et comment on fait justement pour concilier vie perso et vie pro? C'est difficile. Je pense que le schéma de Benjamin là-bas résume bien ce que c'est que l'entrepreneuriat. Et effectivement, je pense que les premières années, les premiers mois, on est vraiment... Enfin, moi, je bossais, je pense, de 9h du mat à 3h du mat, tous les jours, du lundi au dimanche. Bon, ce n'est plus le cas. Mais maintenant, j'ai appris 2-3 trucs. Donc, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, comme on dit. Alors, comment on concilie? Je crois qu'il faut d'abord être entouré de personnes qui soient très supportives du projet et très tolérantes. Moi, j'ai eu la chance d'épouser un garçon extraordinaire et qui m'aide beaucoup à porter le projet. Et c'est important parce que ça fait partie de ma vie, ça fait partie de moi, de Litchi, que ce soit pendant notre voyage de noces ou le dimanche midi, il n'y a pas une fois où on ne parle pas de la boîte, où on ne parle pas parce que voilà, j'ai besoin d'avoir son avis, son point de vue. Alors j'essaye que ce ne soit pas non plus complètement, que ce ne soit pas une troisième personne à table Litchi, mais bon, ça fait partie de notre histoire. Au moment de notre mariage, il y avait 10 personnes de la boîte qui étaient là parce que je vis avec eux du matin au soir depuis 6 ans. Donc
on se connaît aussi très bien. Donc je crois qu'il faut faire les choses de façon saine, à mon avis, jamais trop dans l'extrême, et puis après le faire à sa manière aussi. Et avoir des parents, des amis qui nous encouragent, c'est très important. Parce que si vous avez un conjoint ou une famille qui passe son temps à vous dire « Ah non, mais tu vas pas y arriver, ah, tu me fais chier avec ta boîte, ah non, je veux pas en entendre parler », c'est le meilleur moyen d'être tout seul et de vivre de façon très malheureuse. Moi, je vis Litchi comme une aventure merveilleuse et pour laquelle je trouve que j'ai beaucoup de chance de la vivre. Donc, j'essaye de concilier un petit peu mon quotidien avec ça. Je le fais à ma manière. Je pense qu'il y a plein de façons différentes de le faire. C'est vrai que, par exemple, j'habite, je disais à Benjamin tout à l'heure, mon appartement, c'est l'immeuble à côté de chez Litchi. Ce qui me permet de faire des allers-retours tout le temps. Ce qui fait que, aussi, parfois, Litchi débarque dans mon appartement. Ça arrive. Mais bon, ça fait partie de l'histoire d'une start-up ou en tout cas de notre histoire à nous. Et une dernière chose, si vous aviez un seul conseil à donner à des jeunes start-upers, quel serait-il ? Un seul conseil, eh bien, soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Donc, prenez vos rêves en main et foncez et bougez-vous. Putain, c'est pénible parce que je voulais dire la même chose encore. Non, en fait, ce que je voulais dire, moi, c'était que il y a de super carrières de super carrières et de super opportunités dans des grands groupes, ok. Mais je pense aussi que ça peut être formidable de pouvoir créer son job et aussi celui de vos copains. Donc je pense que si jamais vous avez envie, si vous avez une idée, même si vous n'avez pas d'idée, mais que vous avez une envie profonde de changer les choses et de partir dans une vie qui va être passionnante, faites-le, quoi. Parce que je pense qu'on en a énormément besoin. Et je pense en plus que vous serez le plus content de le faire, quoi. Écoutez, merci pour vos témoignages. Le public a sûrement des questions et donc les questions sont pour le public. Bonsoir. Une question pour Céline. Le business model de Litchi, c'est quoi ? Comment vous gagnez de l'argent ? C'est facile quand même. Hein. À votre avis, c'est quoi ? Tout à fait. Le business model de Litchi, c'est une commission. Donc, en fait, en fonction de là où l'argent est dépensé, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Donc, si vous dépensez l'argent chez Amazon, on prend une commission à Amazon. Si vous le dépensez à la Fnac, on prend une commission à la Fnac, etc. Vous avez compris, on a 100 partenaires e-commerce sur laquelle vous pouvez utiliser votre cagnotte. Donc, c'est gratuit pour le créateur de la cagnotte et pour les gens qui participent. Si jamais vous offrez la cagnotte, là c'est gratuit aussi. Et si jamais vous récupérez la cagnotte par virement bancaire, là on prend une commission qui varie en fonction du montant de la cagnotte globale. Voilà, on ne peut plus simple et on ne peut plus pragmatique. Bonsoir. Une petite question pour vous deux. C'est pourquoi Wizbee et pourquoi Litchi ? Alors, moi, je voulais un nom de marque qui soit facile à retenir, donc court et international. Du coup, à ce moment-là, quand j'ai lancé, juste avant de lancer, c'était la mode des trucs en EO ou alors les choses très compréhensibles, genre meilleurtaux.com, etc. Puis moi, je trouvais que Cagnotéo ou macagnotte.com, c'était un peu pourri comme nom. Et je m'étais dit, si jamais je fais un truc qui est un peu différent, il faudrait que le nom de marque s'adapte. Et puis j'aimais bien l'idée de construire une marque. Je trouvais que, au final, ce qui était important dans un service comme Litchi, c'est qu'il fallait que ce soit un service du quotidien, pas un service bancaire. J'aimais pas trop le côté vraiment trop pragmatique. Je trouvais que c'était important de construire l'histoire de la marque. Et donc, comme j'étais à l'école, j'ai pris quelques potes, des bières, je les ai fait boire. Et c'est vrai. On avait un paperboard comme ça et on s'est mis à faire la liste des noms d'îles désertes, de déesses, de fleurs. Et puis on est arrivé sur les fruits et il y a un pote, Nicolas, qui m'a dit il y a orange, il y a apple, pourquoi pas litchi ? Et voilà, c'est resté pourquoi pas litchi. Et nous, l'histoire est un peu différente, mais aussi très drôle. En fait, en gros, quand je vous ai parlé tout à l'heure de notre multinationale étudiante, et en fait, on avait commencé par ces amphis de recherche d'étudiants bénévoles ici à Gênes. Et en fait, à l'époque, on voulait s'appeler Yobel. Alors, pourquoi Yobel ?
parce que en fait, il y avait l'abréviation de BYOB en anglais qui est Bring Your Own Bottle, et on aimait bien l'idée de t'apportes quelque chose à la communauté, apporte quelque chose, quoi. Et en fait, on a fait cet amphi, et puis sorti de l'amphi, on est rentré chez nous, et là, paf, on a reçu une alerte, le nom, il avait été réservé. Pendant l'amphi, il y a un mec qui nous l'avait piqué, quoi. Et du coup, on s'est dit, on a fait notre première bêtise, et du coup, il nous faut un autre nom. Et là, on a brainstormé, et en fait, on avait trouvé Wiz. Il y avait aussi un peu la mode les deux choses que disait Céline. Il y avait un peu, nous, la mode des i, et puis il y avait aussi le fait qu'on voulait créer une marque. Et en fait, on a trouvé Wiz, et en anglais, Wiz, c'est un peu les petits as, les débrouillards. Et puis, il y avait Bee qui à la fois pouvait dire les petits as du business, et puis à la fois le bee de l'abeille, et dans une ruche, toutes les abeilles œuvent ensemble pour construire le miel. Donc on s'est dit, Wizbee, c'est pas mal, ça sonne bien, du coup on va créer Wizbee. Et au début on avait pensé à Wizbee avec 2 E, mais Wizbee avec 2 E il était pris. Donc du coup on a dit, on va le créer avec 2 I. Voilà. C'est aussi simple que ça. Bonsoir, j'ai une question pour tous les deux aussi. J'aimerais savoir si vous avez déjà pensé à revendre votre entreprise, et si oui, est-ce que vous avez une autre idée pour développer autre chose, repartir de zéro? Parce que c'est aussi ça, être entrepreneur, il y a des entrepreneurs qui, une fois qu'ils entreprennent, ils se lassent du développement et puis hop, il faut qu'ils recréent à chaque fois. Donc voilà, c'est une question. En fait, moi j'ai un peu répondu tout à l'heure, mais moi je pense que je ne suis pas de cette typologie d'entrepreneur-là. Je n'ai pas un besoin fondamental de recréer. Là, je suis dans une boîte sur laquelle je m'épanouis, que j'adore, qui je pense a un potentiel incroyable, et j'ai plutôt envie d'aller challenger les défis qui m'attendent pour le moment, quoi. Alors, moi, je partage ton avis. Je pense que c'est beaucoup plus difficile de développer que de créer. Et je trouve que c'est assez facile de dire je crée une idée, puis je me casse, je vous laisse avec le bordel, là, et les galères. Et puis, oui, c'est créer, avoir une idée. On en a 50 tous les matins. Après, est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles sont mauvaises, mais développer un projet, c'est beaucoup de temps, de passion. Voilà, donc, moi, je crois que c'est plus difficile de développer que de créer. Après, quand on est entrepreneur, il y a le terme créateur d'entreprise que j'aime beaucoup parce que voilà, on est aussi un peu des artistes, il y a ce côté-là, et en même temps c'est l'entreprise. Mais aujourd'hui, moi je trouve que mon rôle d'entrepreneur, Litchi, il répond complètement, c'est-à-dire que j'ai à la fois un projet qui se développe, en même temps, en fait je suis tout le temps en train de recréer parce qu'à chaque fois qu'on ouvre un nouveau marché, écoutez, personne ne connaît Litchi ni Céline Lazort, donc c'est from scratch, je reprends voilà, mes rames et je galère, et à chaque fois que j'ai un petit succès, je suis contente et j'avance. Donc en fait, on est tout le temps dans la création. Quant à la vente, on ne m'a pas encore fait de proposition à 2 milliards, donc j'attends. Non, alors pour être plus sérieuse, je pense qu'en tout cas pour nous, c'est pas du tout le moment de vendre. En fait, je crois que la question de la vente, c'est un peu la même question que est-ce qu'on doit être en train de créer et tout le temps changer. Pour moi, il faut être les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. Aujourd'hui, je pense que je suis la meilleure personne pour développer cette boîte et que ce dont elle a besoin, c'est de mon équipe et de l'argent de mes investisseurs. Peut-être demain, la meilleure personne pour développer cette boîte, ce sera PayPal parce qu'ils mettront 50 millions de cash en plus et qu'on passera de 15 pays pour MangoPay à 250 et que Litchi, on passera de 3 millions de clients à 50 millions. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est moi. Donc, la question pour le moment ne se pose pas. Bonjour. J'avais une question. Au stade de développement de vos entreprises, elles sont bien installées aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez vous détacher du projet ou vous êtes encore trop impliqué dedans? Enfin, comment vous vous situez par rapport au projet, par rapport à la création tout départ? Les filles, ils veulent tous nous foutre dehors. Hein. C'est un peu la même réponse. Moi, je crois que il faut construire. Sinon, tout peut pas se reposer sur vos épaules. D'abord, on vieillit. Moi, j'ai commencé à 26 ans. J'en ai 32. Donc, j'ai plus la même énergie, même bien que je vous rassure, à 32 ans, on peut encore faire des trucs, mais il faut construire et il faut s'entourer. Alors moi, je crois qu'on a très vite bien structuré l'entreprise.
J'ai un directeur général qui est un mec super brillant et qui est capable de tenir la boîte impeccable, de gérer l'opérationnel, tout de A à Z. J'ai mon directeur administratif financier qui est un de mes meilleurs amis d'enfance. Je suis la plus heureuse de bosser avec lui. J'ai confiance, mais les yeux fermés pour tout ce qu'il fait. Il y a Benjamin que tu connais bien, qui est un ancien d'ici, qui est là depuis 4 ans aussi, qui est directeur marketing. Enfin, voilà. Il faut absolument construire et s'entourer, sinon on ne peut pas tenir. D'abord, moi, tous ces gens sont bien meilleurs que moi, chacun dans leur domaine respectif. Et mon rôle est un petit peu de les accompagner. Maintenant, moi, j'ai pas du tout envie de partir. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais pas rester à faire du tricot à la maison. Là, je suis impatiente de retourner au bureau. Vous voyez bien que je regarde mon téléphone 15 fois toutes les 30 secondes parce qu'il se passe tout le temps des choses. C'est une aventure qui est extraordinaire. Donc, je vais pas aller manger gâteau et faire du tricot. Hein. Plus tard, quand je serai vieille. Moi, c'est un peu pareil. Donc, c'est-à-dire que mon job... En fait, il m'a payé au début de la course. C'est ça, mais c'est un truc de fou. Parce que, en fait, on a les mêmes problématiques, donc forcément, on a partagé le même vécu sur certaines situations, et forcément, on a le même constat. Moi, j'ai les deux mêmes, hein, c'est-à-dire que moi, mon job, il évolue aujourd'hui. J'ai quand même une chance, je ne sais pas si toi, vous étiez plusieurs cofondateurs. Non, j'étais tout seul. Voilà. Bon, moi, je pense que j'ai une grande chance. Ma grande chance, c'est Aymeric et Romain. Aymeric et Romain, d'ailleurs, je ne sais pas si Romain est par là, je pense qu'il doit être, il y a des cachets, mais il est là-bas. Aymeric et Romain ont chacun leur domaine de compétences. Aymeric est aujourd'hui vice-président, directeur général adjoint en charge du produit. Donc, il gère toute la technique et il gère tout le design. Et ensuite, on a Romain, qui a eu 2 casquettes. La première casquette qui a été direction commerciale, c'est lui qui a affronté les premiers clients en mode artisan, à aller confronter notre projet au marché. Et puis maintenant, c'est lui qui a la direction du développement international. Et c'est lui qui est en train de créer les process pour dupliquer WISBY dans les autres pays dans lesquels on va aller. Donc ma grande chance, d'abord, c'est eux, parce que ça nous permet d'avoir à moi une charge de travail opérationnelle qui est moins forte que si jamais j'avais été tout seul, je pense. Même si au début, faut reconnaître, moi je voulais être partout. Je voulais tout faire tout le temps, partout. Et aujourd'hui, mon job, il évolue, et je pense que d'une part, je m'occupe beaucoup plus de Romain, justement, et d'Aymeric, plus qui gèrent chacun leur partie, plus de Sébastien, qu'on a embauché il n'y a pas longtemps, qui est donc, lui, il est quadra, hein, parce qu'il a 42 ans, et qui est quelqu'un de très expérimenté, qui nous a permis de structurer énormément la société sur la partie commerciale. Et en fait, mon job, il est beaucoup plus de travailler avec eux trois, d'abord pour leur apporter la vision globale, et puis pour prendre soin d'eux, parce que c'est eux qui finalement déploient toute la stratégie à l'intérieur des équipes aujourd'hui. Même si, comme le disait Céline un peu, elle a dit « j'ai pas du tout envie de me casser ». Moi, j'ai pas du tout envie de me casser non plus. Et en plus de ça, je suis un peu un président produit. J'aime bien toucher à tout et parfois, je peux être très chiant sur une couleur d'un bouton qui me plaît pas, quoi. Donc voilà. Mon job évolue, mais je suis super content et j'aimerais pas du tout... il pourrait peut-être se passer de moi. Je pense que c'est pas le moment et moi, j'aimerais pas du tout que ce soit le cas. Du coup, ma question s'adresse surtout à Madame Lazorte. Mon Dieu, ne m'appelez pas Madame Lazorte. À Céline. Le vieux que je viens de prendre. Je suis désolée. Céline, du coup. Oui. C'est un peu une question un peu plus personnelle, parce que le monde de l'entrepreneuriat est surtout perçu comme un monde masculin. On dit d'ailleurs un entrepreneur. C'est un monde masculin. C'est pareil pour le monde de la direction d'entreprise. Et j'aurais bien aimé avoir votre opinion, du coup, en tant que femme, sur votre vision des choses qui peut être bonne ou mauvaise, sur la création de votre entreprise, puis ensuite sur la gestion, parce qu'en plus vous avez dit que vous étiez entouré que par des hommes, donc entre votre DAF, votre directeur marketing. Comment est-ce que du coup vous l'appréhendez tout ça en tant que femme? Voilà, merci. Alors, Madame Lazorte pense que... Non, très honnêtement. Bon, déjà, j'ai jamais été un homme, donc j'ai du mal à comparer comment c'était un homme, une femme. Plus sérieusement, je pense que d'abord, c'est un super avantage d'être une nana pour monter une boîte, parce qu'il y en a peu. On est du coup super visible parce que les médias adorent parler des femmes entrepreneurs. Ça fait vendre probablement du papier. Donc, vous aurez vachement de visibilité. Généralement, les gens sont plutôt enthousiastes face à la création d'entreprises. Donc, ils ont plutôt envie d'aider, encore plus comme quand c'est des nanas, parce qu'ils ne les voient pas souvent.
Et le dernier cas que vous pouvez rencontrer, c'est les misogynes ou les machos. Et donc là, ils vous prennent pour une idiote. Et donc c'est parfait, comme ça, hop, vous pouvez courir très vite. Donc pour moi, entreprendre quand on est une femme, c'est que des avantages et surtout beaucoup d'atouts. Après, je pense que la façon de gérer une entreprise, elle est différente quand on est une femme que quand on est un homme. Comme je vois beaucoup de garçons à la salle, je vais essayer de ne pas dire trop de conneries. Mais je crains d'abord que les femmes sont très bonnes chefs d'entreprise. Alors, il y avait des petites études qui avaient été prouvées, comme quoi, quand il y a plus de 30% de femmes dans un board, les entreprises bancaires, par exemple, pendant la crise financière, ont mieux subsisté que celles qui étaient moins féminisées, parce que je pense que les femmes sont assez bonnes dans tout ce qui est relations humaines, gestion RH. Et ça, c'est un atout, et à mon avis, que les hommes doivent, sur lesquels, enfin, certains, on ne va pas faire non plus les grands clichés, mais ont peut-être moins de sensibilité. Il y a aussi des choses qui sont vraies, c'est que malheureusement, les femmes, souvent, en fait, entreprennent à la mesure de leurs risques qu'elles sont prêtes à porter. Et donc, du coup, généralement, elles réussissent plutôt bien, mais elles réussissent sur des petits business. C'est-à-dire que ce qu'ils appellent petit business, c'est moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel. Alors, c'est déjà très bien, mais quelque chose que nous, les femmes, on a du mal à assumer, c'est d'avoir des rêves et de l'ambition. Moi, j'ai l'ambition de changer le monde. Et tant pis si j'y arrive pas, mais au moins, mes rêves, ils sont là. Et ça, c'est important, je crois, dans la culture d'entreprise et même dans la culture française, que nous, en tant que femmes, on soit capable de prendre autant de risques et de responsabilités qu'un homme. Parce qu'un homme, lui, quand il entreprend, quand il décide d'entreprendre, eh ben, il envoie tout valdinguer, il prend tous les risques et il fonce dans le tas. Et ça, c'est important aussi, je pense que les mentalités changent et que nous-mêmes, on ne soit pas nos propres... souvent, en fait, même de façon générale, sans être particulièrement une femme, mais on est notre pire ennemi, en fait, parce que c'est nous qui nous posons des limites. C'est nous qui nous disons « Ah ben non, je ne suis pas capable de faire ça, je ne suis pas capable d'aller là. » Mais vous êtes capable de tout. Vous avez fait des études, vous avez une chance extraordinaire, on est dans un contexte économique qui est très favorable à la création d'entreprises, dans un pays sur lequel il y a énormément d'aides publiques, de structures d'accompagnement. Donc vous avez les meilleures disponibilités pour entreprendre. Voilà. Et encore plus, donc du coup, il faut encourager les jeunes femmes. Une dernière question au vu du temps. Alors oui, moi ma question vous concerne tous les deux. Vous avez justement dit que la France est peut-être un pays donc où les entrepreneurs sont aidés. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est une des conditions nécessaires? Est-ce que vous avez été tenté à l'avenir ou même avant d'entreprendre à Londres notamment? Je pense à ces jeunes entrepreneurs qui chaque année partent dans d'autres pays. Écoute, moi je pense que c'est un peu pareil que ce que disait Céline sur le fait d'être un homme ou être une femme. Je pense que nous on a entrepris ici, en France, et on s'est acclimaté à l'écosystème qu'on a trouvé. On a trouvé des choses qui ont été extraordinaires dans notre parcours, des incubateurs, notamment celui-ci, ici à Gênes. On a trouvé la BPI qui nous a donné énormément d'argent et qui nous a permis de nous développer. On a trouvé des actionnaires, on a trouvé un écosystème qui a été super favorable, qui nous a porté un petit peu au nu. Et du coup, moi je dirais, on a rencontré cet écosystème ici, nous a plu. Je pense que les choses ne sont pas si noires qu'on veut le montrer. On paye des charges et c'est normal de payer des charges. Et on se développe. Donc tant qu'on se développe, ça veut dire que l'écosystème peut être favorable. Oui, moi je partage ton avis. Je pense que, sauf cas exceptionnel, c'est une fausse excuse de penser qu'aller à Londres va régler tous vos problèmes. En France, on peut entreprendre. Il y a des structures qui accompagnent qui sont géniales. Et si les gens vous disent « Ah non, mais c'est trop compliqué d'entreprendre en France », mais ils iront entreprendre à Londres, mais ils retrouveront leurs mêmes problèmes et leurs mêmes difficultés. On dit « Ah oui, l'Eldorado des États-Unis », mais les États-Unis, moi j'y vais beaucoup parce qu'on bosse beaucoup avec des boîtes américaines, mais c'est l'enfer. Les mecs se mènent une guerre absolue de concurrence déloyale, ils se collent des pots de banane tout le temps. Mais heureusement que moi je suis pas là-bas. Ici, on a un océan bleu, il y a peu de concurrents, le marché est exceptionnel. Enfin, c'est vraiment une illusion. La France est un super pays pour entreprendre. Et en plus, on est quand même des produits français, de l'éducation nationale. La société française nous a élevés. Moi, je me dois de payer mes charges. Et un jour, je paierai les impôts et la plus-value de ma boîte. Et je serai fière de l'avoir fait. Parce que c'est aussi grâce à la France qu'on en est arrivé là. Donc, entreprenez en France. Écoutez, merci beaucoup pour vos deux témoignages. Je propose qu'on les applaudisse bien fort. Merci à vous aussi d'être venus. Je tiens à signaler qu'il y aura après un concours de pitch, donc restez présents.